Bonjour à toutes et à tous, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de vous présenter le chapitre 17 sur la représentation spatiale des molécules. Donc l'idée c'est de bien comprendre qu'en fait, les représentations qu'on utilise traditionnellement en chimie, notamment en chimie organique, suffisent en général pour nos travaux, je pense aux formules brutes ou aux formules semi-développées voire développées, mais que parfois ça ne suffit pas et qu'il va falloir trouver éventuellement une autre représentation des molécules pour pouvoir expliquer la répartition des atomes au sein de ces molécules et même parfois les propriétés physiques, chimiques et biologiques de ces molécules. Donc c'est vraiment l'idée de ce chapitre que je vous propose. Alors c'est un chapitre, vous verrez quand vous allez prendre le document, quand vous l'imprimerez, sur lequel en fait il n'y a pas grand-chose à noter sur les documents parce que je vous ai déjà mis beaucoup d'informations. Par contre, il va falloir plutôt manipuler. Donc là, on verra au fur et à mesure. Il y a certaines animations et puis aussi un petit peu de matériel. L'idéal, ce serait que voilà, vous puissiez à la maison avoir justement ce matériel sous la main. Je vais vous l'expliquer le moment venu. Donc, j'explique un petit peu donc l'idée de ce chapitre, hein, comme je vous l'ai dit. Le problème qu'on va avoir, c'est que formules brutes, semi-développées, voire développées ne suffisent pas parfois pour distinguer les molécules. On vous donne ici deux exemples. L'odeur de menthe, l'odeur du muguet, qui en fait sont très différentes, alors qu'à la base, quand on regarde la formule semi-développée, c'est la même. Donc on pourrait confondre les deux molécules et croire que c'est la même chose, alors qu'en fait, l'odeur du muguet et l'odeur de la menthe, hein, je pense que tout le monde a déjà senti ça au moins une fois dans sa vie, on se doute bien que c'est deux choses complètement différentes. Pourtant, c'est la même formule semi-développée. Alors d'où vient la différence au niveau de l'odeur? C'est parce que ces deux molécules sont différentes. Mais du coup, ça va être la disposition des éléments chimiques dans l'espace, puisqu'en fait on va être sur des molécules en 3 dimensions. Et le problème des formules développées voire semi-développées, c'est que justement on ne peut pas expliquer de manière précise la répartition des éléments chimiques en 3 dimensions sur une formule qui en fait elle est plane. Donc il va falloir trouver cette nouvelle méthode de représentation des molécules. Alors au niveau des représentations que vous connaissez, il y a plusieurs types de représentations. La formule brute, on rappelle, hein, c'est celle où on va donner l'ensemble des éléments chimiques avec le nombre d'éléments chimiques à chaque fois. L'exemple classique, la molécule d'eau, H2O, 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Alors, petite parenthèse, vous remarquez peut-être que sur mon document, au niveau de la lecture, c'est peut-être pas forcément très lisible pour vous au niveau de la vidéo. Ça, c'est parce que je suis obligé de réduire un petit peu la qualité de la vidéo aussi pour que ce soit pas trop lourd sur le transfert après en ligne. Mais aussi parce que en ce moment, j'ai un petit peu de soucis au niveau de l'impression à la maison. Et puis, comme je vous l'ai dit, comme il n'y a pas grand-chose à écrire forcément, j'ai pas forcément besoin que ce soit très grand. C'est pour ça que j'ai regroupé aussi sur la même page. Mais du coup, j'ai perdu un petit peu en qualité. Voilà, j'espère que de toute façon, pour le travail dans cette vidéo, ça ne vous posera pas trop de problèmes. L'important, c'est que du coup, hein, pendant que je suis en train de vous présenter ça ici en vidéo, vous ayez quand même les documents sous la main pour vous. Donc, la formule brute, on a vu, vous connaissez. Ensuite, autre manière de représenter les molécules, là, ça nécessite du matériel. C'est ce qu'on va appeler les modèles moléculaires. Je vais vous montrer juste après une petite animation, justement, de ces modèles moléculaires. Notamment, ce qui va être important pour ces modèles moléculaires, c'est de représenter éventuellement les molécules en 3 dimensions. Alors, le modèle compact des modèles moléculaires, c'est quand les atomes sont directement collés les uns aux autres. Vous avez l'exemple ici de la molécule d'eau H2O, où justement, on va avoir en fait les 2 atomes d'hydrogène directement collés à l'atome d'oxygène de couleur rouge. Et puis, chaque atome va avoir une couleur qui lui correspond. D'accord ? Les hydrogènes en blanc, les oxygènes en rouge, par exemple. Vous avez l'azote en bleu, le carbone en noir, qu'on retrouve par exemple ici en dessous, dans le cas du modèle éclaté. Donc là, le modèle éclaté, on va faire apparaître les liaisons, donc soit des simples liaisons comme vous les avez ici, soit des doubles liaisons, vous en avez une là, vous en avez une autre ici. Et ça se représente assez facilement, ce modèle éclaté, en utilisant ce qu'on appelle des modèles moléculaires. Alors, moi ici à la maison, j'ai pu passer au laboratoire pour récupérer les modèles moléculaires que vous connaissez sans doute et que j'utiliserai tout à l'heure, d'accord, avec les différentes sphères qui vont représenter les différents atomes. Voilà un atome de carbone de couleur noire, les petits atomes d'hydrogène de couleur blanc, et puis ici de l'oxygène, de l'azote, et en cas de besoin, on peut même avoir ici par exemple en vert. Souvent, ça va utiliser les halogènes comme le chlore, par exemple. Les liaisons qui vont être représentées par des tiges. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle éclaté, puisqu'on fait apparaître les liaisons en éclatant, en éloignant un petit peu les atomes les uns des autres. Ça, c'est des choses que vous connaissez assez bien. Nous, l'objectif ici, ça va être justement d'utiliser ces modèles moléculaires
pour représenter les molécules en 3 dimensions. Pour la molécule d'eau, c'est une molécule plane, donc ça pose pas de problème. Pour la molécule que vous avez ici de la caféine, eh ben, c'est une molécule qui est beaucoup plus complexe, avec certaines liaisons qui sont en 3 dimensions, donc soit vers nous, soit vers l'arrière de l'image. Alors, je vous montre ça justement grâce à l'animation que vous avez sur votre document, qui est ici. Donc quand vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le polycopier ou éventuellement vous l'avez ici tout en haut, l'URL qui vous permet d'accéder à cette petite application, science au pluriel, guadeloupe.fr/seconde/santé sans accent, /jmol/jmol.htm. Je ne l'ai pas mis dans le document, mais vous pouvez le retrouver ici sur la vidéo si vous voulez. Donc en fait, vous allez avoir ici une petite application qui peut vous donner l'ensemble des représentations en modèle moléculaire, c'est-à-dire en 3 dimensions finalement, des molécules, énormément de molécules d'ailleurs. Il y a plusieurs catalogues possibles, sinon si on est sur des petites molécules ou sur des grandes molécules. D'accord, bon, ça c'est pas forcément très important. Ça marche aussi bien avec les noms en anglais ou en français. Donc ici, par exemple, si je mets la molécule d'eau, il cherche un petit peu, et puis il vous trouve la molécule d'eau. On est sur un modèle éclaté ici, l'atome d'oxygène rouge au centre, les 2 atomes d'hydrogène. Vous cliquez ici sur le lien rotation et vous allez voir que la molécule va se mettre à tourner sur elle-même. Sinon, vous pouvez directement avec la souris pouvoir modifier justement la position de cette molécule pour essayer de regarder un petit peu à quoi elle ressemble. Alors, dans votre document, justement, je vous ai mis la caféine. On va regarder un petit peu à quoi elle ressemble. La caféine. Hop. Et donc voilà, la molécule de caféine. Alors, vous remarquez que la majeure partie des éléments chimiques sont sur le même plan, mais on voit que notamment pour les atomes d'hydrogène qui sont ici, eux, ils sortent du plan. Donc, quand je vais la représenter sous cette façon-là, c'est par exemple celle que vous avez sur votre poly. Si je la tourne un petit peu, on est comme ça, voilà. Elle est à peu près comme ça sur votre polycopier. On voit que, par exemple, ici, vous avez une liaison CH3, un groupe méthyle, un atome de carbone en gris. Alors, ils sont en gris ici sur l'application, mais on a compris qu'en réalité, c'est en noir. Et 3 petits atomes d'hydrogène, ici en bas. On voit qu'en fait, ça, c'est en 3 dimensions. Il y a le petit atome d'hydrogène ici qui est vers l'avant, vers nous. Les 2 autres qui sont ici plutôt vers l'arrière. Pareil pour ce groupement méthyle CH3 qui est ici à gauche, avec a priori ici 2 petits atomes d'hydrogène qui sont vers l'avant, vers nous, le 3e qui est caché là-bas derrière. Et puis, vous avez également un CH3 méthyle ici, avec ce petit élément chimique ici qui est vers l'avant et les 2 autres qui partent vers l'arrière, visiblement. Donc ça, en fait, nous, il va falloir essayer de trouver une méthode pour pouvoir représenter ça, mais sur une feuille, en 2 dimensions. On a une molécule qui est en 3 dimensions, il va falloir la retrouver en 2 dimensions, sachant que ça va être important, je vous ai dit pour certains exemples, je reprends l'introduction, l'odeur de menthe, l'odeur du muguet, ce sont 2 odeurs différentes, pourtant, en formule semi-développée, on n'est pas capable de les distinguer. Donc il va falloir représenter la totalité de la molécule, en respectant notamment ces histoires d'éléments chimiques en 3 dimensions, vers l'avant ou vers l'arrière, qu'on ne peut pas faire normalement avec simplement les formules développées ou semi-développées. Donc, quelques petits rappels aussi sur des choses que vous connaissez, les formules développées et semi-développées. Donc, en formule développée, on va représenter la totalité des liaisons, mais on représente tout ça sur le même plan. Et on essaie en général de respecter des angles si possible, mais c'est pas forcément toujours faisable. D'accord ? Alors que la formule semi-développée, on va plutôt essayer de rassembler des éléments chimiques entre eux, notamment souvent ça va être les liaisons des atomes d'hydrogène qu'on va pas représenter, on va regrouper. Exemple ici pour le propane dont la formule brute est C3H8. En fait, vous avez donc en formule développée les 3 atomes de carbone et chaque liaison hydrogène qui va être représentée. Maintenant, concrètement, si on regarde le modèle de la molécule de propane en 3 dimensions, je vous invite à aller voir sur l'application que je vous ai montré juste avant, en fait, c'est pas du tout une molécule qui est plane. Il y a certains atomes d'hydrogène qui vont être vers l'avant, d'autres qui vont être vers l'arrière. Donc ça aussi, finalement, c'est pas vraiment représenté sur cette formule-là. La formule semi-développée le représente encore moins, puisque vous voyez que les liaisons carbone-hydrogène sont directement rassemblées entre elles, ici, sur des groupements CH3, CH2, CH3. Donc on comprend que finalement, cette méthode-là ne suffira pas pour représenter vraiment la configuration exacte de la molécule en 3 dimensions. C'est exactement le même problème qu'on rencontre sur la formule topologique que vous connaissez également. La formule topologique, finalement, c'est un petit peu pareil que la formule semi-développée, sauf que on va même carrément enlever les lettres qui représentent les éléments chimiques, à part certains éléments chimiques caractéristiques de groupes fonctionnels,
de façon à pouvoir bien reconnaître si c'est un alcool, si c'est un acide carboxylique par exemple, ou si on a des éléments pas forcément très habituels comme des halogènes. Vous avez l'exemple ici par exemple du 3-chlorobut-1N finalement, où quand on regarde la formule topologique, tous les carbones et les hydrogènes, les lettres n'apparaissent pas, on ne représente que les liaisons. Par contre, le chlore, lui, on n'a pas le choix, il faut l'écrire parce que il faut pas confondre avec un autre élément chimique. Donc, on est obligé d'écrire l'atome Cl. Dans le cas du 3-éthyl-2-méthylpentane, on n'a que des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, vous voyez que dans la formule topologique, il n'y a même plus aucune lettre qui apparaît. Même chose ici, avec uniquement l'oxygène qui va apparaître pour faire apparaître ici le groupe carbonyl de la fonction cétone. Et vous avez ici, dans le cas du 3-méthylbutane-1-ol, la liaison OH, le groupe fonctionnel alcool, le groupe hydroxyle, pardon, c'est la fonction alcool, mais c'est le groupe hydroxyle OH, qu'on doit représenter obligatoirement, de façon à bien reconnaître nos molécules. Tous les autres, carbone et hydrogène, on ne les représente pas, on ne représente que les molécules. On fait quand même attention à bien... on représente que les liaisons, pardon, pas les molécules, les liaisons. Attention à ne pas oublier à quand même distinguer les liaisons simples des liaisons doubles, comme ici où on a un alcène avec une double liaison carbone-carbone qu'il faut absolument représenter. Bon, tout ça c'est des choses que vous connaissez déjà un petit peu. Formule brute, formule semi-développée, formule développée et formule topologique. Normalement, il n'y a pas de nouveauté. Le problème, je vous ai dit, c'est que ces 4 méthodes de représentation des molécules ne suffisent pas pour expliquer comment ça se passe en 3 dimensions. Donc on va avoir besoin d'une nouvelle méthode de représentation. C'est celle qu'on appelle la méthode de Cram. Alors la représentation de Cram, globalement, on explique un petit peu de quoi il s'agit. Donc on est vers la fin des années 1870, d'accord ? Et on a 2 chimistes, un néerlandais et un français, qui vont en fait émettre l'hypothèse que l'atome de carbone est tétraédrique. Tétraédrique, ça veut dire en fait qu'il va former 4 liaisons, mais sous la forme d'un tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide à base triangulaire. Je vous remontrerai ça tout à l'heure avec les modèles moléculaires. D'accord ? Ça, c'est l'hypothèse. Van 't Hoff, d'ailleurs, a ensuite eu un prix Nobel. C'est d'ailleurs le tout premier prix Nobel de chimie, mais c'était pour d'autres travaux. C'était pas par rapport à cette idée-là. D'accord ? Beaucoup plus tard, on est au milieu des années 50 au XXe siècle. L'américain Donald Cram, lui, du coup, va utiliser cette idée-là et l'ensemble des travaux qui ont été faits par ses prédécesseurs en chimie organique sur les molécules en 3 dimensions, justement, pour inventer, entre guillemets, une nouvelle méthode de représentation des molécules en respectant la perspective, c'est-à-dire en respectant, justement, la représentation en 3 dimensions. L'idée, c'est quoi ? L'idée, ça va être d'utiliser différentes méthodes pour représenter les liaisons. Les liaisons qui vont être dans le plan de la feuille, on va les représenter, comme d'habitude, avec un trait simple. Par contre, toutes les liaisons, tous les éléments chimiques qui sont situés vers l'avant, vers nous, on va utiliser en fait un triangle noir qui s'élargit pour aller vers l'atome, vers nous en fait. Inversement, tout ce qui va se passer à l'arrière du plan, éloigné de nous, d'accord, on va utiliser plutôt un triangle, mais là qui sera hachuré, qui sera pas plein. Alors dans le cas du méthanol, par exemple, je vous montre ce que ça donne. La formule brute, on la connaît. Méthanol, vous êtes censé être capable de me donner sa formule semi-développée, c'est-à-dire qu'on est sur un seul atome de carbone, puisque c'est le méthane. On est sur la fonction alcool, donc OH. Et puis ensuite, on a juste à terminer avec nos atomes d'hydrogène, comme ça. Ça, c'est la formule semi-développée. Et vous remarquez du coup que toutes les liaisons forment en fait des angles droits à 90 degrés. Mais on n'a aucune idée de ce que ça donne en 3 dimensions, en réalité. Si on regarde un petit peu ce que donne cette molécule en réalité, la voilà. Donc là, j'utilise mes modèles moléculaires. Voilà en fait la molécule de méthanol. L'atome de carbone qui est bien tétraédrique. Regardez, si j'enlève ici la fonction alcool, on est bien sur le cas d'un tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide à base triangulaire avec les 3 éléments chimiques qui sont ici, le 4e qui vient faire le sommet de la pyramide. Donc là, on est bien sur un atome de carbone tétraédrique. Sauf qu'ici, au bout, c'est pas un hydrogène. Si je mets un hydrogène comme ça, c'est finalement... Hop, là, je perds mes morceaux. Ça, c'est du méthane. 4 atomes d'hydrogène autour d'un atome de carbone. On est bien sur le tétraèdre. On peut mettre dans les dispositions qu'on veut. Là, ici, on travaille sur le méthanol. Donc, j'enlève un hydrogène et à la place, je mets mon groupe hydroxyle OH.
Et quand on regarde cette molécule et qu'on essaie de la représenter, eh ben on va se rendre compte qu'il y a certaines liaisons qu'on va pouvoir représenter dans le plan. C'est notamment le cas des 3 liaisons qui sont ici. Regardez, si j'enlève les 2 atomes d'hydrogène, celui qui était vers l'arrière et celui qui est ici vers l'avant, et que je pose sur ma table, voilà, ça pose parfaitement sur la table, on est bien sur ces 3 liaisons qui sont dans le plan, les 4 atomes qui sont ici, hydrogène, carbone, oxygène et hydrogène, qui sont dans le plan. En revanche, les 2 autres que j'ai enlevés ici et que je remets, ben on va se rendre compte que c'est pas possible. On va avoir un souci, puisqu'en fait, pour respecter la forme de cet atome tétraédrique, on va avoir un atome d'hydrogène qui part vers l'avant, l'autre qui est ici, qui part vers l'arrière. D'accord ? Après, par simple rotation autour de cette liaison, puisque les liaisons simples peuvent tourner l'une sur elles-mêmes, ça change rien ici. D'accord ? Donc du coup, mes liaisons qui sont ici, je vais les représenter donc dans le plan. Regardez ce que ça donne. On va faire le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et un petit hydrogène qui est ici. Voilà les 4 atomes et les 3 liaisons qui sont donc dans le plan. Et j'ai donc utilisé des traits simples. Pour le cas de l'atome d'hydrogène qui est ici vers l'avant, je vais utiliser un triangle noir que je colorie. Hydrogène. Dans le cas de l'atome qui lui est vers l'arrière, qu'on ne voit même pas, si je mets correctement par rapport à la caméra, voilà, l'élément chimique, en fait, le deuxième, il est derrière, on le voit même pas. Il faut que je tourne légèrement pour le faire apparaître. D'accord ? Mais si on met parfaitement dans le plan mes 3 liaisons ici, celui qui est derrière le 4e ici, on ne le voit pas du tout. Donc ici, nous, on va quand même essayer de le représenter, on va le mettre légèrement sur le côté. Je dessine mon triangle, mais cette fois-ci, je le hachure. Et je mets quand même que c'est un élément hydrogène. Voilà la représentation de Cram du méthanol, qui fait bien apparaître l'atome d'hydrogène qui est vers l'avant, vers nous, l'atome d'hydrogène ici qui est vers l'arrière. Alors, deuxième exemple, le diméthyléthanol. Alors, le diméthyléthanol, toujours pareil, on fait sa représentation selon la formule semi-développée. Donc, on est sur l'éthanol au départ, donc 2 éléments carbone et le groupe hydroxyle OH. Et puis, on est sur le diméthyle, ça veut dire qu'on rajoute 2 groupements méthyle, CH3, sur cet élément chimique ici. Sinon, en fait, je rallonge la chaîne carbonée. Si je les mets ici, mes groupements méthyle, ça me fait 3 carbones qui se suivent. Et là, on n'est plus sur de l'éthanol, mais sur du propanol. C'est pas ce que je veux. Donc, on est obligé de mettre les groupements méthyle sur celui-ci. CH3, CH3, et donc ici, CH3. Pour celui-ci, les carbones, on a ces 4 liaisons. Donc, il n'y a pas d'hydrogène accroché dessus. On vérifie, on est bien sur les 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. Un atome d'oxygène. Et on est bien sur 3, 6, 9 et 1, 10 atomes d'hydrogène. On est bon. Ça donne quoi maintenant en représentation de Cram ? Si je regarde la molécule, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est la molécule de diméthyléthanol. Vous avez donc un carbone, suivi d'un deuxième carbone, suivi du groupement hydroxyle OH. Et puis, vous avez donc 2 groupements méthyle, un qui est ici, et le deuxième qui est là en dessous. D'accord ? Bon, on se devine tout de suite que ça va être un peu compliqué à représenter. Donc, l'astuce, ce qu'on va réaliser, c'est tout simplement simplifier un petit peu pour représenter sous cette forme-là. Donc, on va se contenter simplement de représenter la représentation de Cram par rapport à l'atome de carbone central, c'est-à-dire par rapport à celui-ci. Donc là, par exemple, je vous montre une des représentations possibles. Le carbone central est ici. Et dans ce cas-là, on va toujours mettre 2 liaisons dans le plan, l'une qui est vers l'avant, l'autre qui est vers l'arrière. Donc par exemple, ici, je vais choisir de mettre un méthyle, CH3. Et vous voyez que là, par contre, je ne vais pas représenter la représentation de Cram. Je ne vais pas mettre un atome d'hydrogène dans le plan, un atome d'hydrogène vers l'avant, un atome d'hydrogène vers l'arrière. Parce que ça risque de nous embrouiller. D'accord ? Donc là, c'est un groupement méthyle, on connaît groupement méthyle, voilà, hop, il n'y a pas de souci. Ici, je vais mettre, par exemple, le groupe hydroxyle OH. Et puis, il me reste juste à représenter vers l'avant un groupement méthyle CH3, vers l'arrière un groupement méthyle CH3. Attention, vers l'avant et vers l'arrière, mais c'est bien ici dirigé vers la gauche et vers le bas. Donc concrètement, avec ma molécule, ça se représente comment ? Ici, je vais mettre ici le CH3 et le groupement hydroxyle OH dans le plan. Donc c'est comme ça. Et puis vous avez bien un groupement méthyle qui est celui-ci,
qui est vers l'avant, un groupement méthyle vers l'arrière qui est ici, d'accord, que je représente. Et même si je veux bien le représenter correctement par rapport à la caméra, je tourne un petit peu et voilà en fait comment ça doit être. Avec le deuxième atome de carbone ici derrière qui doit être caché par celui qui est devant. Là ici c'est la représentation exacte avec ma molécule de ce que j'ai dessiné là. Sauf que nous on veut faire apparaître quand même ce qui est derrière, donc du coup on va légèrement le décaler. Au lieu de mettre parfaitement caché derrière, on le décale légèrement. Mais attention, les deux doivent être bien vers le bas et vers l'arrière. Après, en fonction des configurations, ça peut se compliquer. Et finalement, vous voyez, hein, les petits atomes d'hydrogène qui sont ici, on a choisi de ne pas les représenter, on met directement CH3. Puisque finalement, l'atome qui nous intéresse, c'est l'atome tétraédrique qui est au centre, celui-ci. Petite remarque également, dans le cas de la structure tétraédrique, tous les angles entre les liaisons, cet angle qui est ici, cet angle qui est là, sont toujours des angles à 120 degrés. Donc ça, on va essayer de le représenter du mieux possible. Par exemple, ici, un angle qui va être à peu près de 120 degrés. 2π/3, en fait. Alors, à la maison, le problème qu'on va avoir, c'est que justement, cette molécule, cette histoire de représentation en 3 dimensions, moi, j'ai mes modèles moléculaires à utiliser. Alors moi, ça peut être facile parce que j'ai réussi à aller les chercher au laboratoire. Vous, à la maison, ça, a priori, vous n'en avez pas. Alors, comment on peut essayer d'utiliser justement des modèles moléculaires à la maison? Je vous montre un exemple. Voilà, un modèle moléculaire qu'on peut faire à la maison. Un morceau de bouchon en liège que vous coupez en deux pour qu'il soit pas trop grand. Et puis avec des cure-dents, et vous voyez que j'ai colorié en fait les extrémités du cure-dent de 4 couleurs différentes. Je vais pouvoir comme ça regarder un petit peu quelle est la configuration de ma molécule par rapport à cet élément chimique central ici, qui est en général un carbone, qui est tétraédrique. D'accord ? Donc là, par exemple, on peut mettre pour cette représentation ici, dans ce sens-là, avec le cure-dent qui est ici en noir, qui serait le groupement méthyle vers le haut. Ici, celui qui est rouge qui correspond à la fonction alcool, le groupe hydroxyle OH. Et puis vous avez celui en vert ici vers l'avant qui est CH3, celui qui est en bleu vers l'arrière qui est l'autre CH3. Donc ça, n'hésitez pas à la maison pour comprendre la suite du chapitre. C'est important parce que vous allez voir que maintenant qu'on est capable de représenter en 3 dimensions nos molécules, on va essayer de comprendre pourquoi justement le méthanol et l'odeur de muguet, avec la même formule semi-développée, ont finalement des odeurs très différentes. Ça va être lié aussi aux configurations au sein de cette molécule. Et donc, il faut avoir cette idée de représentation en 3 dimensions. N'hésitez pas à la maison, avant même de regarder la suite de la vidéo, là, vous vous arrêtez et vous vous construisez vous-même un petit modèle moléculaire comme ça, parce que ça va vraiment vous aider à comprendre la suite. C'est une partie de cours qui est vraiment dans la représentation, dans l'abstraction un petit peu et la conceptualisation par rapport à des choses qui sont en 3 dimensions, qu'on doit imaginer dans sa tête et qu'on doit représenter en 2 dimensions sur une feuille. C'est pas forcément toujours évident, donc il faut trouver des petites astuces. En voilà une, n'hésitez pas à la faire pour la suite de notre travail. Alors, toute la suite de notre travail, ça va être fait sur justement des molécules qui ont la même formule brute au départ, mais qui en fait sont vraiment complètement différentes au niveau spatial. Exemple, on vous montre ce qu'on appelle donc la stéréoisomérie. La stéréoisomérie, c'est justement cette histoire de configuration différente en 3 dimensions, alors qu'à la base, quand on regarde les molécules en formule brute ou formule plane, c'est-à-dire semi-développée ou développée, il n'y a pas de différence. Alors, les isomères de constitution, pour commencer. Les isomères de constitution, c'est des isomères, en fait, c'est-à-dire ils ont la même formule brute, mais même la formule semi-développée est complètement différente. Donc là, il n'y a pas à se poser la question. On arrive tout de suite à repérer le fait que les 2 molécules sont complètement différentes. Exemple ici, avec le méthoxyméthane et l'éthanol. L'éthanol qu'on reconnaît assez facilement. Le méthoxyméthane, c'est parce que l'atome d'oxygène a été placé au centre de la molécule. Bon, tout de suite, au premier coup d'œil, on voit que c'est 2 molécules qui sont complètement différentes. On n'aura pas à se poser la question. Par contre, la formule brute, quand on regarde, c'est bien la même. Vous avez bien 2 carbones, 6 hydrogènes et un seul oxygène. Mais les liaisons et les groupements sont complètement différents. Donc là-dessus, il n'y aura pas de problème. Par contre, il y a certaines molécules, je vous l'ai dit, c'est la même formule brute, mais c'est aussi la même formule plane. C'est juste la configuration en 3 dimensions qui change. Donc là, on va avoir différents types de molécules. C'est ce qu'on appelle la stéréoisomérie. Alors, la stéréoisomérie, on vous dit, définition, c'est lorsque c'est même formule plane, mais avec représentation spatiale différente. Il y a 2 types de stéréoisomérie. Stéréoisomérie de conformation, stéréoisomérie de configuration. La conformation, vous allez voir, c'est la plus simple, c'est celle qui finalement nous intéresse quasiment pas, parce que c'est celle qu'on rencontre tout le temps, en majeure partie de nos travaux, depuis qu'en fait vous faites de la chimie, et que vous devez représenter les molécules.
C'est tout simplement le fait que la molécule, on a l'impression quand on la représente que c'est pas la même, mais simplement en faisant des rotations autour d'une liaison, c'est-à-dire même pas besoin de démonter la molécule, il suffit juste de tourner pour se rendre compte qu'en fait c'est exactement la même chose. Prenez par exemple l'exemple qui est ici, vous avez en fait ces deux molécules qui sont exactement identiques. Alors, je vais vous les représenter, c'est facile, c'est celle-là, hein. Regardez. Vous avez un groupement, alors je vais enlever les petits hydrogènes, sinon on va rien comprendre. Voilà, donc ça c'est la molécule, j'ai supprimé les hydrogènes de façon à ce que ça encombre pas trop ma molécule, j'ai juste gardé en fait le groupe hydroxyle de la fonction alcool pour qu'on puisse bien l'identifier. Je vais me mettre, regardez, dans la première conformation, c'est-à-dire ici, avec le CH3 qui est vers l'avant, on est bon. Un autre CH3 ici qui est également dans le plan, puisque vous remarquez qu'au niveau de la molécule, ce sont des traits pleins, donc ça veut dire dans le plan, par rapport à ma feuille, par rapport à votre vision sur la caméra. Et puis quand on regarde la molécule, le groupe hydroxyle de la fonction alcool est vers l'avant, ce qui est bien ce qui se passe ici. Le dernier CH3, c'est le triangle en trait pointillé, il est vers l'arrière. Donc voilà la conformation numéro 1. Regardez maintenant la conformation numéro 2. On a l'impression, c'est les mêmes choses, CH3, CH3OH. On a l'impression que quand même c'est représenté de manière différente. Donc ce ne serait pas exactement la même molécule. Sauf que regardez finalement, si je tourne ma molécule autour de cette liaison-là, je fais une rotation ici de 120 degrés, et en fait j'arrive sur quel type de molécule? J'arrive sur ma liaison OH qui est cette fois-ci dans le plan, et puis un CH3 qui est vers l'avant, un CH3 qui est vers l'arrière. Donc là, on se retrouve en fait exactement dans cette conformation-là, conformation numéro 2, qui est en fait finalement la même que la numéro 1 avec une simple rotation. Il n'y a pas eu besoin de démonter la molécule, on est juste sur des simples rotations. Donc là, c'est ce qu'on appelle des stéréoisomères de conformation. La conformation, il y a l'esprit, la conformation, c'est juste je tourne la molécule. Je la tourne autour d'une liaison simple. Je peux aussi parfois faire de la conformation en tournant la molécule sur elle-même. Tiens, j'ai une représentation sur mon cahier qui représente cette molécule-là, et puis, juste en dessous, dans l'exemple suivant, on me montre cette molécule-là. En fait, c'est la même. Elle a juste tourné sur elle-même. D'accord? Donc, du coup, on est sur ce qu'on appelle de la conformation. Alors, le deuxième exemple que je vous propose ici, c'est par rapport à cette molécule qui est là, qui est assez complexe. Si vous regardez bien, vous avez 6 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui vont former un cycle. Donc on appelle ça un cyclohexane. Hexane, c'est 6 atomes de carbone au niveau de la chaîne carbonée, mais avec aussi plein de groupements rajoutés. Là, vous avez un azote, là, vous avez de l'oxygène, enfin un groupe hydroxyle, la même chose ici. Là, vous avez un soufre accroché à de l'hydrogène, et vous avez également de l'atome de chlore. Voilà ce que ça donne avec le modèle moléculaire, assez complexe, vous remarquez, surtout qu'en plus, ici, je l'ai simplifié, puisque j'ai enlevé tous les éléments hydrogènes. Si je devais rajouter de l'hydrogène, j'en avais un ici, encore un là, j'en ai 2 ici, j'ai des hydrogènes accrochés à mes carbones qui sont là, j'en ai encore un ici aussi. Bon, je le simplifie un petit peu, l'objectif c'est que vous compreniez l'idée que quand on regarde ces deux représentations qui sont ici, en fait c'est exactement la même molécule. Il y a juste des rotations autour des liaisons, il y a une structure qui se déforme, mais ça ne change pas la molécule. Donc là vous voyez, j'essaye de représenter exactement la molécule que vous avez sur votre feuille, c'est-à-dire ici, cet atome qui est là, que je vais prendre comme référence, c'est celui-ci, avec vers le bas ici, mais dans le plan, l'atome O, d'oxygène en rouge. Je vais avoir vers le haut ici l'azote que j'ai mis en bleu. D'accord. Ensuite, vers l'avant, vous voyez que les traits qui sont ici sont des traits pleins. D'accord. Donc vers l'avant, vous allez avoir ici le carbone avec la liaison OH. Puis ensuite un autre carbone, puis ensuite on revient ici sur cet atome de carbone qui est là, avec vers le bas et toujours dans le plan, vous voyez que les 4 qui sont ici sont dans le plan, les 2 que j'ai ici à gauche et les 2 que j'ai ici à droite sont dans le même plan. Vers le bas, le soufre, qui est représenté ici par la petite tige verte, et ici, vers le haut, mais toujours dans le même plan, l'atome de chlore, en vert. Et derrière, on a 2 atomes de carbone. Par contre, ici, on a conservé les traits pleins au lieu de les représenter sous forme de traits pointillés pour éviter d'encombrer également le schéma. L'important, c'est de comprendre qu'en fait, celle qui est ici, c'est exactement la même. Regardez, il faut juste que je modifie un petit peu la structure de ma molécule en la bougeant comme ça. Hop, voilà. Tac. Normalement, c'est à peu près bon.
celui-ci, donc il doit être vers le bas, hein. L'oxygène, je vais toujours prendre celui-là comme référence. L'oxygène qui est vers le bas, l'azote qui est vers la gauche, mais c'est dans le plan. Ensuite, celui-ci qui est vers le haut, celui-là qui doit être vers le bas, avec l'oxygène qui est ici, qui part vers l'avant ici. D'accord, c'est celui-là. Celui-ci qui descend. Ensuite, on arrive ici. Vous voyez que le soufre qui était tout à l'heure complètement vers le bas, cette fois-ci, il est dirigé un peu vers la droite. C'est le cas qui est ici. Le chlore qui tout à l'heure était dirigé vers la droite, légèrement vers le haut, bah là, il est carrément à la verticale. Il est là. Et puis ensuite, vous retrouvez encore les deux atomes de carbone qui sont vers l'arrière. Le premier qui est vers le bas, le second qui est vers le haut. Donc en fait, ici, la molécule que vous avez là, c'est celle que j'ai sur la conformation 2. Mais vous voyez qu'en fait, pour la construire, j'ai pas dû démonter la première, c'est la même. J'ai juste dû modifier. Alors voilà, là, ça se démonte forcément. Il fallait pas que ça arrive, et ça arrive. Mais en fait, je pense que vous avez compris l'idée de la conformation. En fait, on a l'impression sur la feuille que c'est deux molécules complètement différentes qui vont donc avoir des propriétés physiques ou chimiques différentes. Propriétés physiques, c'est par exemple température de fusion. Propriétés chimiques, c'est la réactivité quand c'est des solutions acides, par exemple, des espèces acides, ça va être le Ka et pKa, par exemple, qui pourraient changer. En fait, non, ça va pas être le cas ici. C'est la même molécule. Il faut bien regarder attentivement et se rendre compte qu'en fait, c'est exactement la même molécule. Il y a juste eu une petite déformation au niveau de la structure elle-même, mais sans que ce soit démonté complètement. Voilà. Donc ça, j'espère que vous l'avez compris. La conformation, c'est juste une modification par rotation autour des liaisons simples, mais on garde en fait finalement la même molécule. Voilà en fait ce qu'on appelle la stéréoisomérie de conformation. Alors, quand on parle de molécules comme ça qui peuvent se présenter sous des conformations différentes, c'est-à-dire qui vont se présenter sous différents aspects en 3 dimensions avec juste des rotations autour des liaisons simples, on pourrait croire que du coup, une molécule, si vous prenez un flacon qui contient une espèce chimique, par exemple, dans un récipient, on pourrait croire que les molécules, du coup, peuvent se mettre dans n'importe quelle conformation, avec simplement des rotations autour des liaisons. En réalité, c'est pas tout à fait le cas, puisque quand on va faire tourner nos molécules autour des liaisons simples, on va avoir les énergies qui entrent en jeu, c'est-à-dire le fait qu'on n'oublie pas ces éléments chimiques. Certains sont plus ou moins électronégatifs par rapport à d'autres. Donc il y a des énergies qui entrent en jeu, comme s'il y avait des attractions, comme des aimants finalement, entre les éléments chimiques. Ce qui fait qu'il y a certaines conformations, faut pas que je me trompe, on parle bien de conformation ici, certaines conformations qui sont plus stables que d'autres. Et donc, quand on va prendre un récipient avec la solution qui est contenue dedans, vous allez avoir finalement des conformations qui vont être privilégiées par rapport à d'autres pour des raisons de stabilité. Je vous donne l'exemple ici qui vous est donné, c'est celui du 1-chloropropane. Voilà le 1-chloropropane. D'accord, donc propane, 3 atomes de carbone avec un atome de chlore, qui est ici en vert. Tous les autres, ce sont des atomes d'hydrogène. Et en fait, on va avoir plusieurs conformations possibles, ce qu'on va appeler les conformations décalées et éclipsées. Alors, je vous montre, ça se passe par rapport à la liaison carbone-carbone qui est ici, entre le carbone numéro 1, puisque c'est celui qui est accroché à l'atome de chlore, et le carbone numéro 2. Et en fait, pour comprendre ça, regardez, ce qui se passe, c'est que quand je tourne autour de cette liaison, vous regardez, vous voyez qu'en fait, c'est toujours la même molécule, ça change pas, c'est juste simple liaison. Simple rotation, j'ai pas dit démonter, j'ai dit simple rotation. Simple rotation, d'accord. Mais on se rend compte qu'on va quand même avoir quelques soucis. Par exemple, ici, si je me mets dans cette conformation-là, vous voyez que le chlore ici est très très proche de ce groupement méthyle. C'est-à-dire qu'il y a des interactions, et ça peut être même de la répulsion en général. Ils vont se repousser. Donc on est sur une conformation qui n'est pas très stable. Et donc, en réalité, quand on va prendre un flacon de 1-chloropropane, la molécule, elle va très rarement être dans cette situation-là. Elle va plutôt être dans cette situation-là où justement le chlore et le groupement méthyle sont très éloignés l'un de l'autre. Comme ils sont très éloignés, il y a moins d'interactions, il y a moins d'énergie qui entre en jeu, et donc c'est beaucoup plus stable. Et il ne faut pas oublier que dans la nature, à l'état naturel, on cherche toujours à gagner le maximum de stabilité. Cette molécule-là est beaucoup plus stable que celle-ci. C'est la même, c'est juste la rotation de la liaison. Mais en fait, c'est lié aux interactions entre les éléments chimiques. Alors ça se représente sous cette forme-là, c'est-à-dire en fait on va plutôt représenter en regardant les liaisons comme ça. C'est-à-dire vous voyez un carbone numéro 1, carbone numéro 2, c'est comme ça. L'atome de chlore qui est ici devant, le méthyle qui est là-bas derrière. Là on est dans ce qu'on appelle en fait la configuration éclipsée, la conformation. Je me trompe à chaque fois, mais je corrige.
de façon à ce que vous compreniez bien, hein, on parle de conformation. Là, on est dans la conformation éclipsée. Le mot éclipse, je pense que vous comprenez, hein, comme pour une éclipse de soleil, quand la Lune vient se placer devant le soleil pour le cacher, on voit bien qu'en fait, les éléments chimiques qui sont vers l'arrière sont cachés derrière ceux qui sont à l'avant. Donc là, on est dans la conformation qui est éclipsée. Dès que je tourne autour de cette simple liaison, eh ben, on va arriver dans ce qu'on appelle les conformations décalées. D'accord ? Là, je suis dans une conformation éclipsée, mais qui est quand même un peu plus stable que celle-ci. Celle-ci, c'est la moins stable qui existe. Là, ici, on gagne un petit peu en stabilité. Là, on gagne encore un peu plus en stabilité, etc., etc. Et je pense que tout le monde a compris que ce que je vous ai montré comme ça de profil, avec le méthyle et le chlore qui sont très éloignés l'un de l'autre, ça correspond en fait, vu de face, à cette conformation-là, c'est-à-dire hein, on est vraiment dans la conformation décalée, mais celle qui est finalement la moins énergétique, donc la plus stable. En gros, dans un flacon de 1 chloropropane, les molécules globalement sont dans cette conformation-là, avec le méthyle qui est ici vers l'arrière, le chlore qui est ici vers l'avant, mais vers le bas par rapport à l'autre qui est vers le haut. Et donc ça se représente sous cette forme-là. Alors vous remarquez du coup comment on fait. Hein. La partie qui est vers l'avant, c'est-à-dire les deux hydrogènes qui sont ici et le chlore qui est ici, vont être représentés avec des traits pleins qui vont jusqu'au centre. On va représenter cet atome de carbone, d'accord, qui est ici. Si je prends avec mon stylo pour que tout le monde voit bien, c'est ici. D'accord. Tous les éléments chimiques qui sont vers l'arrière, c'est-à-dire le carbone qui est ici, qui est caché, mais aussi tous les autres, c'est-à-dire le groupement méthyle et les petits hydrogènes. Là, par contre, on va faire un cercle. Et les liaisons ne vont pas jusqu'au centre. D'accord, pour bien montrer que c'est en fait ce qui se passe derrière. Donc si je me mets dans cette conformation-là, en réalité, on est plutôt dans cette situation-là. C'est-à-dire avec le chlore qui est vers le haut, ici. Les deux petits hydrogènes à l'avant qui sont vers le bas. Voilà un et voilà le deuxième. D'accord. Et puis tout ce qui se passe à l'arrière, sur ce deuxième carbone qui est ici, eh ben en fait, c'est le cercle qui est là. Et vous remarquez du coup un petit hydrogène à gauche et un petit hydrogène à droite, c'est ceux qui sont ici. Le groupement méthyle CH3 qui est vers le bas là-bas. D'accord. Ici. Donc du coup, voilà en fait cette conformation. Maintenant, ça c'est la conformation décalée. Celle-là elle est décalée. Si je la mets en éclipsée, hop, voilà la conformation éclipsée, celle qui n'est pas du tout stable parce qu'en fait elle est très énergétique. Il y a énormément d'énergie qui entre en jeu ici à cause de la proximité de ces deux groupements. Alors ça se représente aussi grâce à une petite animation que je vous ai mis. Donc sur cette application ici, hein, vous voyez justement en fait un diagramme énergétique en fonction de l'angle justement de torsion de la molécule. On est ici sur l'éthane, donc uniquement avec 2 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. Par contre ici, hein, forcément le deuxième atome de carbone, on ne le voit pas, il est caché derrière. Et pour l'instant, dans cette configuration-là, dans cette conformation-là, pardon, pareil, on ne voit que 3 atomes d'hydrogène parce que les 3 autres sont cachés derrière. On est dans le cas ici de la conformation éclipsée, avec un angle qui vaut 0 degré entre les liaisons. Maintenant, vous voyez, hein, avec la petite flèche qui est ici, je peux bouger, de façon à en fait, faire tourner la partie qui est vers l'avant. Et vous voyez que du coup, l'énergie diminue, parce que tout à l'heure, on était dans la conformation éclipsée, qui était très énergétique, avec beaucoup d'interactions entre les éléments chimiques. Là, comme on les éloigne les uns des autres, on voit du coup que l'énergie diminue pour arriver dans cette situation-là, avec l'énergie qui est minimale, donc en fait avec la molécule qui est la plus stable. Donc quand on prend un flacon avec de l'éthane, c'est plutôt en fait la molécule sous cette conformation-là qu'on va trouver dans le flacon. Pareil, vous voyez, hein, si je continue de tourner, je reviens dans la conformation éclipsée, donc ça redevient très énergétique, c'est pas très stable. La molécule n'aime pas trop être dans cette conformation-là. On redescend, ici on a fait la moitié d'un tour complet, d'accord, et on retrouve la conformation décalée. Donc décalée, les éléments sont décalés les uns des autres, éclipsés, ils sont cachés l'un derrière l'autre, hein, les parties qui sont à l'avant cachent ceux qui sont derrière, comme dans le cas d'une éclipse de soleil, si ça peut vous aider à retenir. Alors un autre exemple également de conformation avec cette histoire de stabilité, je vais reprendre en fait le cas de tout à l'heure, c'est-à-dire en fait le cyclohexane. Alors je vais enlever les éléments chimiques qui étaient un peu particuliers de tout à l'heure, donc j'ai gardé que les atomes de carbone. Vous voyez ici hein, les atomes de carbone, 6 atomes de carbone qui forment un cycle avec des liaisons simples. On est sur du cyclohexane. Après derrière vous mettez des atomes d'hydrogène ou tous les autres atomes que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Et en fait on va avoir différentes conformations. Ici par exemple dans ce cas-là, je vais essayer de me mettre dans le cas de que vous avez juste ici. Le premier atome à gauche ici, il est vers le bas. Ensuite, vers l'avant, ça monte, puis ça redescend, puis ça remonte, puis ça redescend, puis ça remonte. Ça, c'est ce qu'on appelle la conformation chaise.
Pourquoi? Bah regardez, hein, si je le mets dans cette situation-là, comme ça, penché, on a l'impression que c'est une chaise. Avec ici le dossier, vous venez mettre votre dos ici, hop, vous posez vos fesses là, et puis vos jambes qui descendent ici en bas. Donc là, on sait ce qu'on appelle la conformation chaise. Sauf qu'en réalité, sur la feuille, elle est plutôt représentée comme ça. Voilà, comme ça. Avec un léger décalage pour bien voir les éléments chimiques qui sont vers l'arrière. Ça, c'est la conformation chaise. Et puis, vous avez l'autre conformation, qui est celle qu'on appelle conformation bateau. Regardez, hop, simplement par rotation ici. Tac. Et là, on comprend aussi pourquoi on appelle ça un bateau. D'accord. Voilà la conformation bateau. Toujours pareil, hein, c'est exactement la même molécule. J'ai rien changé. J'ai juste voilà, un peu trituré ma molécule pour avoir des rotations autour des liaisons simples. Voilà la conformation bateau. Cette conformation, elle est quand même moins stable que la conformation chaise que je vous ai montré tout à l'heure, parce que justement, on va avoir des éléments chimiques qui sont plus proches. Là, par exemple, si je mets des hydrogènes, mais ça pourrait être encore plus important si vous avez des groupements volumineux ou des groupements très électronégatifs, comme du chlore, par exemple. Hein. Voilà. On voit ici que les deux atomes d'hydrogène sont quand même très très près l'un de l'autre, et ils aiment pas trop ça. D'accord? Donc du coup, la conformation chaise que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci, sans démonter la molécule, voilà, la conformation chaise est beaucoup plus stable, parce que là, cette fois-ci, les éléments sont beaucoup plus éloignés. Donc le cyclohexane, hein, qui est un solvant qu'on utilise très souvent en chimie organique, du coup, dans le flacon de cyclohexane, la molécule va plutôt être sous cette conformation-là. Elle est beaucoup plus stable, il y a beaucoup moins d'énergie qui entre en jeu entre les éléments chimiques. La conformation chaise est plus stable que la conformation bateau. Alors ça, c'est la conformation, c'est-à-dire, je rappelle, hein, le fait que sur la feuille, on va avoir l'impression que les deux molécules sont différentes. Mais en fait, c'est simplement en modifiant la structure de la molécule par des rotations simples, la molécule reste la même. C'est la même molécule. Maintenant, il arrive parfois que sur la feuille, on a l'impression que c'est la même chose, et concrètement, quand on prend le matériel, on se rend compte que non. C'est vraiment deux molécules différentes, et pour pouvoir créer la deuxième molécule à partir de la première, là, il n'y a pas le choix, on doit démonter. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la stéréoisomérie de configuration. Donc pas confondre, hein, parce que plusieurs fois, déjà à l'oral, ici, j'ai eu tendance à un peu modifier mon vocabulaire. Faites attention, hein. La conformation, c'est juste je tourne autour des liaisons. Il n'y a pas de démontage. Configuration, là, on n'a pas le choix. La configuration, c'est si on veut que les deux molécules soient identiques, il faut démonter. Alors la stéréoisomérie de configuration, cette fois-ci, hein, c'est complètement différent, puisque quand on vous donne une molécule, pour pouvoir ensuite construire la seconde molécule qui a finalement la même formule brute, la même formule développée ou semi-développée, c'est pas en faisant une rotation autour d'une simple liaison que ça suffira. Là, il va falloir carrément démonter la molécule pour pouvoir représenter la seconde. Exemple ici, avec la molécule qui vous est fournie ici sur le document. Voilà la représentation de Cram qui vous est donnée, et voilà ce que ça donne en modèle moléculaire. Alors, on regarde un petit peu. Le carbone que vous avez ici au centre, qui est numéroté 2, parce qu'en fait c'est le deuxième carbone par rapport à la fonction qui est ici COOH, qui est en fait l'acide carboxylique, elle est là. Regardez la fonction COH, le groupe carboxylique, il est là, double liaison O, simple liaison OH. D'accord ? Et ici on vous dit qu'on va la mettre vers le haut. Donc mon carbone, qui est noté 2 ici, qui est au centre de la molécule, en fait c'est celui qui est là. Le COH, je le mets vers le haut, il est ici. Ensuite, on me dit, vous regardez, il y a un groupement méthyle-CH3 qui est dans le plan. Vous voyez bien, hein, attention, représentation de Cram. Dans le plan, ça veut dire liaison simple ici, vers le haut. Liaison simple ici, vers la droite et vers le bas. Et mon groupement méthyle, si vous regardez, il est ici. D'accord ? Voilà, en fait, ce que j'ai fait. COH vers le haut. Groupement méthyle, en bas à droite et dans le plan. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe vers l'avant et vers l'arrière. Regardez la molécule que je vous ai mise ici. Et vers l'avant ici sur la feuille, c'est en fait un groupement amine NH2 avec un atome d'azote et 2 atomes d'hydrogène. Vers l'arrière, en pointillé, c'est un atome d'hydrogène tout seul. Regardez un petit peu ce que je vous ai fait ici. Et en fait, c'est pas cette molécule-là, puisque vous regardez qu'ici, l'hydrogène est vers l'avant, alors que l'azote est vers l'arrière. Et en fait, c'est la molécule qui est en dessous. Vous voyez, COOH qui est vers le haut, le groupement méthyle qui est en bas à droite, dans le plan, l'hydrogène qui est vers l'avant,
et le groupement amine NH2 qui est vers l'arrière. Donc voilà la molécule 2, en fait. Ce que je vous ai fait là, c'est la molécule 2. Maintenant, la molécule A, est-ce que je peux y arriver à partir de cette molécule simplement en tournant autour d'une simple liaison? Ben, vous regardez, hein, vous pourrez essayer à la maison en utilisant celui-là. Hein, vous mettez juste des couleurs. Par exemple, ici, on pourrait dire que le rouge, c'est le COH, que le vert, ici, c'est l'azote, que le bleu, ici, c'est le méthyl CH3, et que le noir qui est derrière, c'est l'hydrogène. Ben, vous pourrez tourner dans le sens que vous voulez autour des simples liaisons. Vous pourrez prendre votre molécule dans le sens que vous voulez. Vous n'arriverez jamais à refaire la seconde. Il va falloir obligatoirement démonter. Regardez ici, hein, par rapport à ce que j'ai fait. Hop, on est dans cette situation-là, molécule B. Ben, pour accéder à la molécule 1, je dois garder... Hop, j'ai dit que je démontais pas pour l'instant. Voilà. Je dois garder COH en haut, CH3 ici, vers le bas et vers la droite et dans le plan. Donc en fait, il faut inverser ces deux-là. Mais en fait, en faisant une rotation, ça suffit pas. Et on est obligé de démonter. J'enlève le petit hydrogène qui est vers l'avant. J'enlève le groupement amine qui était vers l'arrière. Et je les échange. Je mets mon hydrogène d'un côté. Je mets mon amine vers l'avant. Et là, maintenant, j'ai réussi à avoir la molécule A. Ça, c'est la molécule A, alors que tout à l'heure, j'avais la molécule B. Et vous voyez que pour passer de l'un à l'autre, j'ai pas eu le choix, j'ai dû démonter ma molécule. Ça, c'est ce qu'on appelle la stéréisomérie de configuration. Voilà. C'est la même formule brute, c'est la même formule semi-développée, c'est la même formule développée, c'est la même formule topologique, mais en fait, c'est bien deux molécules complètement différentes. Et qui dit molécules complètement différentes, dit propriétés différentes. Propriétés physiques, chimiques et biologiques. Alors, on complète très rapidement notre document avec les formules semi-développées pour bien montrer qu'en fait, c'est la même. Regardez, hein, le carbone central et 4 liaisons, donc ça se représente comme ça. COH, CH3, NH2, H. Et puis pour l'autre, le carbone central, COH, CH3, H, NH2. Mais en fait, on a l'impression ici que par rotation, on pourrait retrouver celle de devant. Donc en fait, on peut considérer que les deux liaisons, les deux formules semi-développées sont identiques. Alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait le cas. Pour la formule topologique, on va avoir NH2 ici. Ensuite, on va avoir COH. Donc COH, on n'oublie pas que ça nous donne double liaison O, simple liaison OH comme ça. Ici, on va avoir un NH3, et puis le dernier, le H, liaison CH, on ne la représente pas. Au-dessus, ça donne quoi? Ça donne exactement la même chose. COH, CH3 ici, NH2 en bas, le petit H qu'on ne l'écrit pas dans la formule topologique. On voit bien que les deux formules topologiques sont parfaitement identiques. Alors qu'en réalité, on est bien sur deux molécules complètement différentes. Pour passer de la molécule A à la molécule B, il a fallu démonter la molécule. Stéréoisomérie de configuration. Alors, dans le cas d'une stéréoisomérie de configuration, on vous dit, le souci qu'on va avoir, c'est que les deux molécules, c'est un moyen aussi de les reconnaître et de comprendre qu'on est dans ce cas de figure-là, c'est que les deux molécules ne sont pas superposables l'une sur l'autre, même par simple rotation. D'accord ? C'est pas avec une simple rotation qu'on peut retrouver l'autre, donc c'est pas de la conformation. Soit on est sur de la conformation, soit on est sur de la configuration. Ça peut pas être les deux en même temps. D'accord ? Même formule plane, mais représentation spatiale différente. Ce sont donc bien deux molécules différentes. Je vous montre ici, du coup, j'ai refait les deux molécules A et B en les simplifiant un petit peu, en les simplifiant un petit peu, pardon, je vais y arriver. C'est-à-dire en enlevant tous les éléments chimiques qui étaient un petit peu perturbateurs, on va dire, pour la vision de la molécule. Le carbone central qui est ici. Je vais me mettre dans le cas de la molécule, alors celle-ci c'est la molécule A, c'est-à-dire avec le COH, alors ici j'ai mis rouge pour oxygène, d'accord, mais on n'oublie pas qu'en réalité c'est plutôt carbone, double liaison O, simple liaison OH, j'ai simplifié. Ici, CH3, ça va être la boule qui est noire. Vers l'avant ici, le groupement amine NH2 qui est représenté ici par l'élément bleu. Et puis le petit hydrogène en blanc qui est vers l'arrière. Ça, c'est la molécule A. La molécule B, c'est celle-ci. D'accord ? Toujours le carbone, toujours le groupe acide carboxylique qui est vers le haut, le groupement méthyle qui est vers la droite. Donc vous voyez que ça change pas. Par contre, ce qui se passe vers l'avant et vers l'arrière, ça a changé, hein, la partie de gauche. Là, c'est l'hydrogène qui est vers l'avant et l'azote qui est vers l'arrière. Alors que dans la molécule qui est ici à gauche, c'est l'inverse. Azote qui est vers l'avant, hydrogène
qui est vers l'arrière. Et ben, je peux pas les superposer l'une sur l'autre, vous voyez, hein, même si ça marche au niveau du carbone central, de l'oxygène en rouge, du carbone qui est à droite, on va avoir un souci pour les autres éléments chimiques. Alors, si je les mets comme ça, on voit que c'est pas très cohérent. Il y a un problème. Les deux molécules sont bien complètement différentes. Là, ici, ils sont ensemble. Ces deux-là sont ensemble. Mais par contre, là, on a un petit problème. Donc, on est bien sur ce qu'on appelle de la configuration. Les deux éléments sont complètement différents et donc vont avoir des propriétés différentes. Alors, quand on se met dans cette situation-là, et je vais pouvoir reprendre même mon petit modèle artisanal, où vous avez le carbone central qui est tétraédrique. Donc je rappelle, tétraédrique, ça veut dire qu'il va former une pyramide à base triangulaire, comme ça, avec 4 liaisons. Il n'y a pas de double liaison, c'est bien 4 simples liaisons. Et ben en fait, vous allez avoir ici ce qu'on va appeler un carbone asymétrique. Asymétrique parce que les liaisons vont aller vers des groupements qui sont tous différents. Ici, j'avais un groupement amine, là j'avais un groupement méthyle, là j'avais un groupement acide carboxylique, et là j'ai un hydrogène tout seul. Donc on est bien sur 4 groupes différents. On parle de carbone asymétrique. À partir du moment où vous avez un carbone asymétrique dans une molécule, vous allez forcément avoir une situation de stéréoisomérie de configuration. C'est-à-dire possibilité d'avoir plusieurs molécules différentes, mais finalement avec exactement la même structure à peu de choses près. Mais obligation de démonter pour passer de l'une à l'autre. C'est le carbone asymétrique qui va l'imposer. Là, on voit finalement, quand je reprends ces deux molécules-là, qu'elles sont bien stéréoisomères de configuration, parce que ce carbone central est asymétrique. 4 liaisons complètement différentes. Sur mon petit modèle artisanal, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser 4 couleurs différentes. Ça représente 4 groupes différents. Donc on peut considérer que mon bouchon de liège ici, c'est un atome de carbone asymétrique. Les atomes de carbone asymétriques, souvent, on va les représenter avec une petite astérisque. Donc par exemple, si je reprends ici la formule semi-développée qui est au-dessus, on va pouvoir dessiner dessus, au centre, vous voyez, COH, CH3, NH2 et H tout seul, on est bien sur 4 groupes différents. Donc le petit carbone qui est ici est asymétrique, on peut lui mettre une petite astérisque. Pareil en dessous, forcément. Et on peut le représenter aussi sur la formule topologique, si on veut, pour montrer que le carbone qui est ici est asymétrique. Il a bien 4 liaisons. Attention, ne vous trompez pas, sur la formule topologique, il y a une liaison hydrogène qui n'apparaît pas, mais elle est bien présente. Ici, pareil, sur la représentation de Cram, on peut mettre une petite astérisque au niveau du carbone central, puisqu'il est asymétrique. Une molécule qui possède un atome de carbone asymétrique peut exister, du coup, sous 2 configurations différentes. Les voilà. Qui vont être images l'une de l'autre dans un miroir. Alors là aussi, ça va être un peu complexe. Regardez, on a vu tout à l'heure que ces deux-là étaient complètement différentes l'une de l'autre. Mais si celle-ci, je la tourne sur elle-même, en fait, on va se rendre compte que les 2 molécules que j'ai ici dans les mains sont images l'une de l'autre dans un miroir. Regardez, ça marche bien ici si je les pose sur la table. Imaginez que je mets un miroir ici entre les deux, la molécule qui est ici, et l'image de l'autre. Vous avez ici donc les 2 oxygènes, entre guillemets, parce qu'on sait que c'est un peu plus compliqué ici, c'est en fait un acide carboxylique, qui sont l'un en face de l'autre. Vous avez les 2 petits hydrogènes qui sont vers le haut par rapport au carbone. Et puis vous avez ici, de ce côté-là, la même couleur, c'est les carbones. De ce côté-là, les azotes qui sont de la même couleur. Donc on voit bien que c'est en fait image l'une de l'autre dans un miroir. Si je mets comme ça, par exemple, par rapport à la caméra, imaginez que vous mettez un miroir juste ici derrière. Ce que vous allez observer dans le miroir, c'est celle-ci. Ça c'est vu l'arrière, finalement, ça c'est vu vers l'avant. Mais c'est 2 stéréoisomères de configuration. Donc ça, c'est vraiment la particularité de la stéréoisomérie de configuration. On va avoir un atome de carbone asymétrique, ce qui va nous donner 2 molécules possibles, qui sont stéréoisomères de configuration, et qui sont donc images l'une de l'autre dans un miroir. Dans ce cas-là, ces 2 molécules, on va les appeler des énantiomères. On va dire qu'elles sont énantiomères entre elles. L'énantiomérie, c'est la relation entre les 2. Cette molécule est l'énantiomère de l'autre. Les propriétés physiques et chimiques sont communes pour ces 2 molécules, c'est-à-dire que globalement, la température de fusion, par exemple, va être la même. On va avoir globalement, dans le cas d'un acide, puisqu'ici vous avez un acide carboxylique, donc avec réaction possible avec une solution basique, avec un Ka et un pKa, qui globalement vont être identiques. Par contre, sur le plan biochimique, c'est-à-dire si ce sont des molécules qui peuvent être ingérées ou qui peuvent servir au niveau de la santé, ça peut avoir des
des différences au niveau biochimique. Vous pouvez très bien avoir, et c'est le cas qu'on rencontre très souvent en chimie organique, l'une des molécules qui va être un médicament, l'autre qui va être un poison. Et donc au moment de la synthèse, ça va nous demander en fait des astuces pour justement éliminer celles qui ne nous intéressent pas et ne garder que celles qui nous intéressent. Et là-dessus, je vous invite à retourner voir le chapitre précédent sur les synthèses en transformation chimique, puisque justement, hein, on a parlé de rendement, on a parlé de moyens pour faire des protections de fonctions lors de certaines synthèses. Justement, ça permet, justement, quand on a un risque d'avoir les deux, d'éliminer celles qui ne nous intéressent pas pour ne garder que celles qui nous intéressent. On va garder le médicament et on va se débarrasser du poison. Donc vous avez un autre exemple, hein, c'est pas tout à fait le même que je vous ai mis ici. C'est un autre exemple, parce qu'ici vous avez un groupement éthyle, C2H5, alors que tout à l'heure on avait plutôt un groupe amine. Là vous avez la fonction alcool, alors que tout à l'heure on était sur une fonction acide carboxylique, mais globalement c'est le même principe. On a bien 4 groupements différents, le groupe hydroxyle ici OH, le groupe méthyle, le groupe éthyle C2H5 et un hydrogène tout seul vers l'arrière. Donc le carbone central est bien asymétrique, on lui met une petite astérisque. Vous avez ici son énantiomère, c'est-à-dire son image dans le miroir. On voit bien hein, que du coup OH est vers le haut. Le carbone CH3 qui était ici dans le plan vers la gauche se retrouve dans le plan mais vers la droite. L'éthyle qui était vers l'avant à droite se retrouve toujours vers l'avant mais à gauche. Le petit hydrogène qui était vers l'arrière, vers la droite, se retrouve toujours vers l'arrière, mais cette fois-ci vers la gauche. On a bien l'image l'une de l'autre dans un miroir. La formule semi-développée est la même pour les deux. Et pourtant, c'est deux molécules complètement différentes. Elles ne sont pas superposables l'une sur l'autre, même par rotation autour d'une des liaisons. Dans ce cas-là, on va également parler de ce qu'on appelle la chiralité. La chiralité, c'est quoi? C'est justement hein, quand un objet n'est pas superposable à son image dans un miroir et qu'il n'y a pas de plan de symétrie. Voilà en fait une molécule qu'on va dire chirale. Ça s'écrit CH, mais ça s'écrit chirale. Pourquoi? Parce que ça vient du grec ker, qui signifie la main. Bah oui, vous avez un exemple, vous pouvez le faire. Hein. La main, vos deux mains sont des objets chiro. D'accord? Bon, la main est chirale. Pourquoi? Parce que regardez, c'est bien image l'une de l'autre dans un miroir. Si je mets le miroir ici entre les deux, ma main droite est l'image de la main gauche. Par contre, alors attention, quand on dit superposer, c'est pas en faisant une rotation, c'est en superposant directement comme ça. On voit bien que les deux mains ne se superposent pas l'une sur l'autre. D'accord? Donc on est en fait sur un objet qui est chiral parce que en grec, ker, ça veut dire la main. Donc c'est l'exemple qu'on a pris au départ par rapport à ce vocabulaire. Il n'y a pas de plan de symétrie, d'accord, sur la main quand on la regarde comme ça. Il n'y a pas de plan de symétrie. C'est la même chose pour ma molécule. À cause de son carbone asymétrique, on ne peut pas la couper pour former un plan de symétrie. C'est pas possible. Donc dans ce cas-là, on va dire que cette molécule est chirale. Non superposable à son image dans un miroir. Pas de plan de symétrie. L'astuce, je le répète encore une fois, c'est regarder si oui ou non on a un atome de carbone asymétrique. À partir du moment où vous avez l'atome de carbone asymétrique, du coup ça vous simplifie le travail parce que tout le reste va en découler. La molécule est chirale, on va avoir deux énantiomères qui sont donc images l'un de l'autre dans un miroir, mais non superposables. Attention, j'ai bien dit un atome de carbone asymétrique, parce que si vous en avez deux dans la molécule, si vous avez plusieurs atomes de carbone asymétriques qui se suivent l'un derrière l'autre sur une même chaîne, là ça peut être un peu plus compliqué. Et il est possible qu'en fait, il n'y ait pas d'énantiomérie, il n'y ait pas de chiralité. Là, il faut bien regarder la totalité de la molécule. C'est ce qui est écrit juste en dessous, vous voyez, hein, la molécule ne possédant qu'un seul atome de carbone asymétrique est toujours chirale, quoi qu'il arrive. Attention, s'il y en a plusieurs, là c'est un peu plus complexe. La molécule qui n'est pas chirale, on va dire qu'elle est achirale. Par exemple, le méthane, voilà, hein, la molécule en 3 dimensions la plus simple qu'on peut trouver, avec un atome de carbone tétraédrique, mais 4 atomes d'hydrogène, c'est pas du tout chiral, d'accord, puisqu'en fait, si vous prenez son image dans un miroir, voilà l'image dans un miroir du méthane, et en fait, on est bien d'accord que c'est exactement la même molécule. Les deux sont superposables l'une sur l'autre, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a absolument pas de relation de chiralité ici. Donc, on dit bien que le méthane est achiral. D'accord, le A qui est devant, c'est un A privatif. D'accord, c'est l'inverse de chiral. Bon. Le concept de chiralité, c'est quelque chose de macroscopique. Cette histoire de main, hein, on est sur des choses qui sont visibles à l'œil nu, on parle de macroscopique. Pour les molécules, là, j'utilise des modèles moléculaires, mais on est d'accord qu'en réalité, les molécules ont des dimensions vraiment microscopiques. On est de l'ordre de 10-9, 10-8 mètres. D'accord, c'est absolument pas visible à l'œil nu.
Et ce concept de chiralité pour les molécules, ça a été vraiment abordé par Pasteur, en fait Louis Pasteur, qui a été également l'inventeur des vaccins. Alors, si je reprends donc mes deux molécules qui sont ici, la molécule est chirale, son image dans un miroir, sont donc bien tous les deux énantiomères l'un par rapport à l'autre. Si, quand je fais une synthèse, à la fin de ma synthèse, j'obtiens les deux énantiomères en proportion égale, c'est-à-dire 50% de l'un, 50% de l'autre, on va avoir ce qu'on appelle à ce moment-là un mélange racémique, moitié-moitié des deux. Le mélange équimolaire, attention, équimolaire, ça veut dire qu'ils ont le même nombre de moles, entre guillemets, la même quantité de matière en moles. C'est en général à peu près la même chose que le mélange racémique, puisqu'en fait on va être sur le même type de molécules. Vous avez un petit exemple ici qui est donné avec l'acide aminé L-alanine et son énantiomère, la D-alaline. L et D, c'est dextrogir et lévogir, c'est parce qu'en fait là aussi, les deux molécules, comme elles ont un atome de carbone asymétrique, vont avoir des propriétés un petit peu différentes, par exemple pour la polarisation de la lumière. Quand on fait passer de la lumière à travers la solution, la lumière va être légèrement polarisée, mais soit vers la droite pour l'une, soit vers la gauche pour l'autre. C'est pour ça qu'on parle de dextrogir quand c'est vers la droite, lévogir quand c'est vers la gauche. C'est dû au fait que les deux molécules sont énantiomères l'une de l'autre. Alors, le cas le plus compliqué dans ce chapitre sur la représentation spatiale des molécules, c'est le cas de la diastéréoisomérie. C'est un cas un peu particulier parce que là, ça reste des stéréoisomères de configuration, c'est-à-dire que en démontant la première molécule, on peut retrouver la deuxième. Par contre, ces deux molécules A et B ne sont pas énantiomères l'une de l'autre, c'est-à-dire elles ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. C'est la même formule semi-développée et même formule développée, mais même la représentation spatiale est complètement différente. C'est pas image l'une de l'autre dans un miroir, d'accord? Et donc là, les propriétés physiques, les propriétés chimiques peuvent être carrément différentes. Température de fusion, pK pour le cas des acides, etc., etc. Je vous donne quelques exemples qui sont ici, d'accord, avec des atomes de carbone asymétriques. Vous avez par exemple un atome de carbone asymétrique qui est ici, qu'on retrouve là, d'accord. Vous avez également un autre atome de carbone asymétrique qui est ici, qu'on retrouve ici. Par contre, quand vous regardez ces deux images-là, d'accord, elles sont énantiomères l'une de l'autre. Le miroir qui est ici, je retrouve bien l'autre molécule, image par un miroir. Même chose pour ces deux molécules. À travers un miroir, la molécule 3 et la molécule 4 sont images l'une de l'autre, avec ces deux atomes de carbone asymétriques l'un par rapport à l'autre. Par contre, ça c'est pour la molécule 1 par rapport à la molécule 2, la molécule 3 par rapport à la molécule 4. Maintenant, quand on regarde la molécule qui est numéro 1 ici, et la molécule numéro 3 qui est ici, là par contre, il n'y a pas de relation d'énantiomérie, il n'y a pas l'image l'une de l'autre dans un miroir, parce que regardez, le haut de la molécule est le même, double liaison haut vers la gauche, le méthyle qui est vers le haut, le chlore qui est vers l'avant à droite, l'hydrogène qui est vers l'arrière à droite, donc tout le haut de la molécule est le même. Par contre, le bas, là c'est différent, et vous remarquez que en tournant sur la molécule autour de cette liaison-là, on n'arrivera jamais à retrouver celle-ci, d'accord ? Le CH3 qui est ici dans le plan, d'accord, se retrouve ici vers l'avant. Donc ici, on est incapable de retourner, de passer de cette molécule-là à cette molécule-là, par simple rotation. Et il n'y a pas d'image à travers le miroir identique, d'accord. Les deux molécules ne sont pas images l'une de l'autre à travers un miroir, justement parce qu'il y a une partie de la molécule qui est parfaitement identique. Ça ne marche pas. D'accord. Si je prends l'image de celle-ci dans un miroir, ça me donne ça. Donc du coup, là, ici, on est sur deux molécules, la 1 et la 3, qui sont dites diastéréoisomères. On est bien sur de la stéréoisomérie de configuration. Les deux molécules ont la même formule brute, même formule développée, même formule semi-développée. Mais par contre, en représentation de Cram, c'est bien différent. Pour passer de l'une à l'autre, je dois démonter ma molécule et reformer la nouvelle ensuite. Et par contre, image l'une de l'autre dans un miroir, là, ça fonctionne pas. C'est la même chose si vous prenez la 2 et la 4. C'est la même chose si vous prenez la 1 par rapport à la 4. C'est la même chose si vous prenez la 2 par rapport à la 3. Là, on pourrait montrer, par exemple, que regardez, entre la 2 et la 3, si je mets un miroir qui est ici, ça fonctionnerait si on prend que la partie du haut. Regardez, ici, l'oxygène double liaison haut qui part vers la droite, on le retrouve ici vers la gauche. Donc, ça fait bien image par rapport au miroir. CH3 en haut, CH3 en haut, ça ne change pas et c'est dans le plan. Le chlore qui est vers l'avant est toujours vers l'avant, mais cette fois-ci, il était ici à gauche, là, il se retrouve à droite. L'hydrogène qui était vers l'arrière
est toujours vers l'arrière, mais il était à gauche, là maintenant il se retrouve à droite. Donc là on pourrait considérer que le haut de la molécule, comme on est sur un seul carbone asymétrique, on l'a vu tout à l'heure, on est sur deux parties qui sont bien énantiomères l'une de l'autre, qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, non superposables. Par contre le problème c'est que cette molécule elle s'arrête pas là. Il y a aussi la partie du bas. Et là la partie du bas ça fonctionne pas. Regardez, hein, c'est pas l'image l'une de l'autre dans un miroir. Donc la molécule tout entière, finalement, n'est pas image l'une de l'autre dans un miroir. Diastéréoisomérie. Alors il y a un cas particulier pour la diastéréoisomérie que vous connaissez déjà un petit peu, hein, c'est la diastéréoisomérie Z et E dans le cas des doubles liaisons. Alors, donc là aussi, hein, on est sur deux molécules qui vont avoir des propriétés complètement différentes l'une de l'autre, aussi bien physiques que chimiques et biochimiques, parce qu'en fait elles ne sont pas du tout images l'une de l'autre dans un miroir, alors qu'il y avait quand même des liens entre elles et qu'on pourrait même considérer que les formules développées et semi-développées sont quasiment identiques. Là ici vous avez par exemple l'exemple du Z peinte de N et du E peinte de N. Le diastéréoisomère Z, on rappelle, hein, donc ça vient en fait de l'allemand zusammen, je ne suis pas germaniste donc vous m'excuserez pour la prononciation, qui veut dire ensemble, ça veut dire que les deux éléments chimiques, les deux groupements volumineux, ou alors on peut prendre aussi les deux petits atomes d'hydrogène qui sont isolés, se retrouvent du même côté de la double liaison. Et ça va être le cas par exemple ici, de cette situation-là. Vous voyez que les deux petits hydrogènes sont du même côté par rapport à la double liaison qui est là. Les deux groupements volumineux, c'est-à-dire ici un groupement méthyle et là le groupement éthyle, sont eux aussi du même côté. Donc, zusammen en allemand, qui veut dire ensemble, ils sont ensemble du même côté. Donc ça, c'est le Z. Le E, par contre, ça veut dire etugegen, ou un truc dans le genre, j'imagine. Ça veut dire opposé. Donc là, on comprend bien que le groupement qui est ici volumineux est opposé par rapport à l'autre groupement éthyle qui est volumineux. Le petit hydrogène ici isolé est opposé à son autre petit hydrogène qui est de l'autre côté. Donc là, on est sur le diastéréoisomère E. D'accord ? On a la même formule semi-développée. Hein. Regardez, la formule semi-développée, c'est la même. CH3, CH, double liaison, CH, CH3. Par contre, spatialement, si on veut le représenter, même en représentation de crâne, puisqu'on a des hydrogènes ici qui sont pour certains vers l'avant ou vers l'arrière, mais globalement, la liaison est plutôt plane. D'accord ? On est bien sur deux représentations complètement différentes. Donc là, on est bien sur de la diastéréoisomérie. Et vous aurez beau mettre un miroir où vous voulez, celui-là ne sera jamais l'image de l'autre à travers le miroir. Donc c'est pas de l'énantiomérie, on est bien sur de la diastéréoisomérie. Et donc, propriétés complètement différentes. Alors cette histoire de diastéréoisomérie, notamment Z et E, et du fait que les propriétés sont différentes, c'est justement ce que vous allez retrouver dans le TP qui est ici en dessous, d'accord ? C'est celui que normalement on aurait dû faire en classe, si on avait pu se revoir, hein, c'était l'un des tout derniers TP de l'année. En fait, on vous donne deux diastéréoisomères, vous avez l'acide maléique et l'acide fumarique. Alors si je vous donne les formules chimiques, vous allez tout de suite comprendre. Hein. L'acide maléique, vous avez la double liaison qui est comme ça. Vous avez ensuite un acide carboxylique, donc je vais le simplifier en COH, et ici vous avez juste un hydrogène tout simple. D'accord ? Et puis de l'autre côté, vous avez la même chose. COH. D'accord ? Ça c'est l'acide maléique. L'acide fumarique, en fait, c'est quasiment la même chose, sauf que ici, on a compris qu'en fait, on est sur le diastéréoisomère Z, puisque les groupements volumineux sont du même côté de la double liaison, alors que pour l'acide fumarique, on est sur le diastéréoisomère Z. Celui-là, c'est le Z, celui-là, c'est le E, c'est-à-dire que si je mets la même chose côté droit, côté gauche, je dois inverser. Hydrogène en haut, COH en bas. Voilà. Ça, c'est l'acide fumarique. On voit bien que les deux groupements sont opposés l'un par rapport à l'autre. C'est le diastéréoisomère E. Celui-là, c'est le diastéréoisomère Z. Et dans le TP, et certains élèves ont fait ce TP dans un lycée et vous le proposent même en vidéo si vous voulez aller le voir. Surtout que la vidéo, quelques petits soucis au niveau du vocabulaire, on va dire. Mais globalement, c'est plutôt bien foutu. Et c'est même assez rigolo, je dirais, pour certains passages.
L'objectif du TP, c'est d'abord de savoir les distinguer l'un par rapport à l'autre, et donc bien comprendre on est sur deux diastéréoisomères complètement différents, c'est-à-dire que finalement, on va avoir des propriétés physiques et des propriétés chimiques différentes. Là, par exemple, température de fusion. Alors nous, au labo, ce qu'on aurait dû faire, c'est prendre une plaque électrique, poser une lamelle métallique dessus et poser les deux acides qui sont des poudres. Les deux acides, fumarique et malique, ce sont des poudres. On dépose les deux poudres de chaque côté de cette petite lamelle métallique. D'accord ? On fait chauffer, et puis on va se rendre compte qu'il y en a un des deux qui fond avant l'autre, tout simplement parce que sa température de fusion est plus faible. D'accord ? Là, ici, vous verrez que dans la vidéo, ils utilisent carrément le Banco-Fleur pour déterminer avec précision la valeur de la température de fusion, et on a bien l'un des deux acides qui est avec une température de fusion beaucoup plus élevée, qui va fondre à une température beaucoup plus élevée que l'autre. Donc on est bien sur des températures de fusion différentes, donc des propriétés physiques différentes. Pour les propriétés chimiques aussi, c'est par exemple le cas de la solubilité dans un solvant. Donc là, l'exemple classique, c'est on vous donne, et c'est ce que vous auriez dû faire aussi en classe, un mélange des deux. On prend l'acide malique, la poudre numéro 1, on prend l'acide fumarique, poudre numéro 2, on les mélange entre eux, comme si vous faisiez un mélange de sel et de sucre. Ça nous donne deux poudres qui sont mélangées. Comment on peut faire pour les séparer l'une de l'autre ? Dans ce cas-là, avec l'acide malique et l'acide fumarique, on va travailler sur la différence de solubilité dans l'eau. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre mélange dans l'eau, il y en a un qui va se dissoudre, l'autre qui va rester solide. Et donc, par filtration, on va pouvoir récupérer l'un des deux et pas l'autre. Donc ça, en fait, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo qui vous explique comment on peut séparer ces deux diastéréoisomères Z et E, qui au départ, on pourrait croire que ce sont deux molécules identiques, alors qu'en fait, c'est absolument pas le cas, et qu'elles ont donc beaucoup de différences, pas seulement au niveau de l'écriture, d'un point de vue spatial. Ici à droite, sur la dernière page de notre poly, c'est la conclusion, c'est le grand 3, j'ai déjà pris un peu d'avance en parlant des applications, mais je reviens maintenant là-dessus. Vous avez un bilan global, je dirais, de ce chapitre, avec l'ensemble du vocabulaire. Donc on est sur une partie qui est assez complexe, avec du vocabulaire assez technique qu'il faut bien maîtriser, d'accord, parce que c'est important, toute cette chimie organique, je vous l'ai dit, que ce soit les synthèses, ou que ce soit les différents types de transformation, élimination, substitution ou addition, tout ça c'est des choses que vous allez énormément rencontrer à partir de l'année prochaine si vous continuez à faire de la chimie, ou si vous partez même en médecine, notamment par exemple pour travailler sur la pharmacologie. Il y aura toujours un petit peu de pharmacologie à faire sur les premières années de médecine, quoi que vous fassiez, et donc vous allez forcément faire de la chimie organique, donc il faut que ce soit bien maîtrisé dès cette année. Le bilan global. Première question, vous avez deux molécules. Est-ce que ces deux molécules ont la même formule brute et la même formule développée plane? Oui ou non. Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, c'est des isomères de constitution, d'accord? En gros, voilà, c'est vraiment deux molécules qui ont aucun point commun, si ce n'est la formule brute. Donc là, il n'y a même pas à se poser les questions. On vous redonne l'exemple du méthoxyéthane ici, d'accord? Méthoxyméthane, pardon, avec ici l'éthanol. On voit bien que c'est, dès la formule semi-développée, deux choses qui sont complètement différentes. Bon. Et ça s'arrête là, pas besoin d'aller plus loin. Par contre, si la formule brute, la formule semi-développée ou développée sont toutes identiques, dans ce cas-là, on est dans le cas de la stéréoisomérie. Question suivante sur la stéréoisomérie. Est-ce qu'on peut passer de A à B par simple rotation autour d'une liaison? C'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Est-ce qu'on peut, en tournant, récupérer la molécule précédente? Si c'est le cas, on va parler d'isomère de conformation. Je l'ai expliqué, j'ai passé un petit peu de temps là-dessus. Conformation, c'est je tourne autour de la liaison. Alors un exemple d'isomère de conformation, là vous en avez un, justement c'est celui que j'avais donné dans le cours avec le diméthyléthanol, qui est ici. Mais je vous donne un autre exemple ici, ça c'est le chlorométhane, d'accord, atome de chlore, méthane. Et en fait, si on vous donne par exemple ces deux molécules-là, comme ça au premier coup d'œil, on pourrait se dire, en fait, c'est deux molécules qui sont complètement différentes. Comme ça, si on s'y intéresse pas un peu plus. Sauf qu'on se rend compte que, simplement en faisant une rotation, soit de la molécule complète sur elle-même, soit en faisant une simple rotation autour d'une liaison, par exemple cette liaison-là en fait, ce que je fais ici, c'est de tourner autour de cette liaison, regardez ce qui se passe, hop, je tourne, bon voilà, j'ai obtenu la première. Donc on est bien sur de la stéréoisomérie de conformation. Si c'est pas le cas, j'ai beau tourner comme je veux autour d'une liaison, on est dans ce cas-là, tout à l'heure,
J'ai beau tourner la molécule dans le sens que je veux, j'ai beau tourner autour des liaisons autant que je veux, je n'arriverai jamais à retrouver la première. Là, dans ce cas-là, c'est toujours la stéréoisomérie, mais on va parler de stéréoisomérie de configuration. Pour passer de l'une à l'autre, je dois démonter. Là, ici, si je veux retrouver celle-ci, tac, d'accord, vous voyez, hein, les deux azotes qui sont vers l'arrière, les deux hydrogènes qui sont vers le haut, mais on a un problème, et là, j'ai pas le choix. Si je veux retrouver la première, je dois démonter et remonter dans l'autre sens pour retrouver enfin la même molécule. Là, on a deux molécules identiques, c'est bon. Mais ça nécessite de démonter. Donc, on est sur de la stéréoisomérie de configuration. Conformation, on se contente de tourner. Configuration, il faut démonter. Ensuite, je suis sur des stéréoisomères de configuration. Est-ce que la deuxième molécule est l'image de la première dans un miroir? Si c'est le cas, on va parler d'énantiomère. C'est le cas ici. Voilà. Là, j'ai des énantiomères. Je vais essayer de la remettre. Voilà. Ça, c'est image l'une de l'autre dans un miroir. Donc, je peux dire que mes deux molécules sont des énantiomères. Diastéréoisomère, ça se reconnaît assez facilement. Il y a deux possibilités. Soit parce qu'en fait, vous avez une molécule où il y a plusieurs carbones asymétriques, mais il faut quand même vérifier. Regardez, ici, j'ai deux carbones asymétriques. Et là aussi, hein, d'accord, deux carbones asymétriques. Donc, il y a un gros risque, c'est pas forcément toujours le cas, mais il y a un gros risque pour qu'on soit sur de la diastéréoisomérie, c'est-à-dire que les deux molécules, on aura beau faire tout ce qu'on veut, on n'arrivera jamais à faire image l'une de l'autre dans un miroir. L'autre cas, beaucoup plus classique qu'on rencontre traditionnellement, c'est le cas des alcènes avec les doubles liaisons CC. Et là, ça se reconnaît assez facilement, hein, Z et E, c'est des choses que normalement vous maîtrisez déjà un petit peu. Donc voilà, on est sur des choses qui sont assez complexes, avec du vocabulaire assez technique. Encore une fois, je vous invite à bien comprendre tout ça, notamment pour faire les exercices, en utilisant des modèles moléculaires artisanaux. Ça prend quelques secondes à produire, à fabriquer. Et comme ça vous aidera vraiment à faire les exercices que je vous propose. Alors, ce que je vous demandais de faire, c'est que ces exercices, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 17 et 23, il faut les faire, naturellement. Et je vais vous demander, en fait, de m'envoyer sur École Directe, dans le cahier de texte d'École Directe, uniquement les 4 derniers, le 13, le 14, le 17 et le 23. Ceux-là, je veux que vous me les renvoyiez, d'accord? Naturellement, l'idéal, c'est quand même de faire les 4 autres avant, de façon à vérifier qu'il n'y a pas de souci, hein, ce n'est pas des exercices très compliqués, et ceux-là, je vous en donnerai la correction. Mais voilà, je veux que vous m'envoyiez les 4 derniers sur École Directe. Alors, pour pouvoir me les envoyer, vous allez dans le cahier de texte à la date du mardi 23 juin. Donc ça va vous laisser une grosse semaine pour me faire tout ça. Vous allez à la date du mardi 23 juin, vous allez chercher dans les séances le travail à faire pour le mardi 23 juin dans le cahier de texte sur École Directe, et vous allez pouvoir déposer directement les exercices que je vous demande, c'est-à-dire les 4 derniers, 13, 14, 17 et 23, pages 323 à 325. Voilà, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas aussi à intervenir sur l'onglet discussion pour poser des questions s'il y en a besoin, ou pour donner de vos nouvelles aussi, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, et puis à très vite. Au revoir. À bientôt.